Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell pour ce nouveau numéro de notre émission Droit devant, consacrée à l'actualité juridique et réglementaire de l'écosystème immobilier environnement de travail. Et c'est maître Héloïse Hérault, avocat associé du cabinet Ezeis Avocat en charge du département droit social, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour, cher maître, chère Héloïse. Bonjour Lionel. Merci beaucoup d'être présente encore. Avec plaisir. Fidèle au poste. Dans ce numéro, on va aborder plusieurs sujets d'actualité, en commençant par une évolution importante relative à la loyauté de la preuve, notamment dans le cas d'une preuve recueillie à l'insu d'une personne, comme par exemple un enregistrement clandestin ou une filature, on vient juste d'en parler. Ces preuves étaient jusqu'à présent systématiquement écartées par les juges, or ça évolue. On en profitera pour faire un point sur le pouvoir disciplinaire en cas de faute d'un salarié et on s'intéressera notamment au cas de faute simultanée, faute au pluriel. Il faut être très vigilant dans l'action engagée. Peut-on obliger un salarié à allumer sa caméra en cas de visioconférence? Le sujet est de plus en plus souvent soulevé avec le développement du télétravail. La réponse nous sera clairement donnée par Héloïse. Enfin, autre sujet du quotidien des directeurs de l'environnement de travail et des directeurs immobiliers, l'utilisation de la carte carburant professionnelle pendant les congés payés. Le salarié doit-il rembourser? Là encore, cher maître Héloïse, tu nous éclaireras. On démarre donc par cette évolution importante, je le disais, relative à la loyauté de la preuve. Et on peut peut-être démarrer, Héloïse, en expliquant ce qui caractérise une preuve déloyale. C'est quoi ? Alors, la loyauté de la preuve, ça guide tous les procès civils. Le juge civil est tenu à cette loyauté, était tenu à cette loyauté. Une preuve déloyale, c'est quoi? C'est une preuve qui est obtenue à l'insu de la personne par le biais de stratagèmes ou de manœuvres. Voilà. Donc ça, c'est absolument pas, ce n'était absolument pas accepté par les juges. On a tellement l'habitude que ça ne l'était pas qu'on fait cette erreur. On pense notamment, par exemple, à des systèmes de surveillance vidéo qui n'auraient été pas, on n'aurait pas informé le salarié, on n'aurait pas respecté toute la procédure avec les institutions représentatives du personnel, ou encore on n'aurait pas déclaré le système vidéo auprès de la CNIL. C'est un moyen de surveillance illicite qui a été très longtemps refusé par les juges. On pense à cette jurisprudence qui avait donné lieu à beaucoup d'émoi, où on voyait une caissière dans un supermarché en train de voler dans la caisse. Donc l'employeur avait nécessairement pris les vidéos et l'avait licenciée. Et les juges avaient considéré que dans la mesure où la caissière n'avait pas été informée qu'elle était filmée juste au-dessus d'elle, c'était une manœuvre, un stratagème, et donc une preuve déloyale et illicite. Donc le juge ne peut pas la retenir et avait condamné l'employeur à des dommages et intérêts. D'accord. Donc il avait refusé la preuve. On refuse la preuve, on fait comme si elle n'existait pas, et on doit tenir compte uniquement des éléments qui sont produits dans le cadre d'une loyauté. Et donc cette preuve-là n'avait pas été retenue, et la caissière avait donc été indemnisée, considérant qu'il n'y avait pas de preuve. On pense aussi aux filatures de certaines sociétés qui vont engager un détective privé. C'est à l'insu de la personne. Alors on peut le faire, on peut toujours, mais le juge va refuser avant de le prendre en considération, puisque c'est à l'insu de la personne et c'est un stratagème. On pense aussi aux correspondances, par exemple, qui sont des correspondances où on n'est ni émetteur, ni destinataire, ni en copie. Le salarié qui va produire cette correspondance a certainement utilisé un stratagème pour l'obtenir, puisqu'il n'est pas destinataire. Et donc, régulièrement, elles sont refusées par les juges. Ah oui, d'accord. Donc, dans le cadre que tu viens de rappeler, on voit que le juge, il écartait systématiquement ? Systématiquement, le juge français. Français, voilà. Justement, qu'est-ce qui change alors ? Alors déjà, quand je te dis le juge français, c'est que la CEDH, elle, était beaucoup plus souple. Cour européenne des droits de l'homme. Cour européenne des droits de l'homme. Elle était beaucoup plus souple parce qu'elle était dans la recherche de la vérité. Et donc si elle considérait que la preuve, qu'elle soit déloyale ou illicite, était clairement nécessaire à la manifestation de la vérité, elle acceptait de recevoir cette preuve. Et là, la jurisprudence française vient de changer.
et considère dorénavant que le procès équitable doit être préservé. Donc, pour cela, dorénavant, le juge va mettre en balance le droit à la preuve avec d'autres droits antinomiques. Généralement, c'est le droit à la vie privée. Il va prendre ces deux droits, et si le droit à la preuve va venir neutraliser les autres droits, il faut-il encore que, parce qu'il a été obtenu par des moyens illicites, des stratagèmes, etc., faut-il encore que ce soit dans une proportionnalité du but poursuivi, et qu'il n'y ait pas d'autres moyens pour obtenir cette preuve. Et avec ces fondements-là, avec ces garde-fous-là, la Cour de cassation vient d'accepter des preuves utilisées avec des stratagèmes. Ah oui, donc c'est une évolution importante. Alors c'est une évolution très importante. Alors dans le cas d'espèce, c'était un employeur, c'est assez rare, qui avait enregistré un salarié. Parce que dans le cadre d'un entretien informel, le salarié refusait de donner ses comptes rendus d'activité. Et donc l'employeur l'avait enregistré. Et lorsqu'il y avait eu un procès, le salarié réclamait des heures supplémentaires. Bon, l'employeur avait donné au juge, au conseil de prud'homme et à la cour d'appel cet enregistrement en disant, voilà, moi, à partir du moment où le salarié refuse de me donner ses comptes rendus d'activité, il ne peut pas me demander des heures supplémentaires parce qu'il y a une déloyauté dans l'attitude du salarié. La Cour de cassation est venue retoquer la Cour d'appel qui avait donc mis de côté cet enregistrement, puisque c'est un enregistrement clandestin. Et la Cour de cassation est venue refuser le rejet automatique de cette preuve et a renvoyé devant une cour d'appel qui doit à nouveau juger, en considérant qu'il fallait voir si oui ou non la recherche de la vérité venait s'imposer par rapport à la manœuvre déloyale. Et s'il n'y avait pas, si je t'ai bien suivi, d'autres solutions pour manifester cette vérité. Alors ça, c'est le procureur, procureur près de la Cour de cassation, qui l'a dit, mais effectivement, le procureur, lui, a dit, attention, moi, je considère, à titre personnel, que l'employeur aurait dû employer d'autres moyens que l'enregistrement clandestin. Par exemple, il aurait pu mettre en demeure le salarié par écrit de produire ses comptes rendus mensuels d'activité, et ça aurait suffi à, derrière, avoir une contestation, puisque le salarié aurait refusé. Et donc le procureur, sur ce fondement-là, donc c'est possible que la Cour d'appel le suive, dit il y avait d'autres moyens, et donc ce n'est pas proportionné par rapport au but poursuivi. Mais il n'en demeure pas moins que la Cour de cassation, pour la première fois, a dit ce n'est pas un rejet automatique et systématique de la preuve qui a été obtenue par le biais d'un stratagème. Donc, désormais, dans le cadre que tu viens de rappeler, un juge pourrait tout à fait accepter une preuve qu'on considérait déloyale, voire illicite avant et qui était systématiquement écartée ? Oui, désormais, c'est la position de la Cour de cassation qui dit désormais, le juge, lorsque cela lui est demandé, doit s'interroger sur la recevabilité de cette preuve. Il ne peut pas de facto considérer qu'elle n'est plus recevable. Donc, il faut informer quand il y a des systèmes de surveillance, etc. Ça, on connaît. Mais il faut aussi regarder si on ne peut pas obtenir, c'est ça, la preuve par un autre moyen. Sinon, potentiellement, celui dont tu as parlé, une filature, un enregistrement clandestin, pourrait être retenu ? Alors, la filature, ça va être plus compliqué à mon avis, mais moi, je pense tout de suite à la concurrence déloyale, souvent, ou une violation de concurrence, d'obligation de non-concurrence. Je pense que ce sera quand même plus compliqué, mais effectivement, il faut toujours voir si on peut faire autrement, et si on ne peut pas faire autrement, convaincre le juge, à tout du moins, que cette preuve est recevable. Très bien. Évolution super importante. Merci de nous avoir alertés. Alors, un autre sujet, on va s'intéresser aux conditions dans lesquelles exercer le pouvoir disciplinaire en cas de faute d'un salarié. Et d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler justement le cadre dans lequel s'exerce ce pouvoir disciplinaire ? Alors, le pouvoir disciplinaire, c'est le pouvoir de sanction de l'employeur vis-à-vis de son salarié. Il n'est toutefois pas absolu. Il y a beaucoup de garde-fous. Il y a 3 règles essentielles à respecter sur le pouvoir disciplinaire. D'abord, les faits, à compter de la connaissance des faits et de leur commission généralement, l'employeur a 2 mois pour convoquer le salarié à un entretien préalable. Ça, c'est pour éviter l'épée Damoclès en disant « je garde ce fait et je verrai plus tard ». Ensuite, au bout de 2 mois, terminé. Au bout de 2 mois, ils sont prescrits, sauf continuité du comportement, mais un fait pris isolément au bout de 2 mois est prescrit. Ensuite, il y a une procédure à respecter. On convoque le salarié à entretien préalable et on entend ses explications et on a un délai de réflexion pour appréhender les explications du salarié au regard des faits qui lui sont reprochés.
Et le troisième garde-fou pour vraiment neutraliser ce pouvoir absolu, c'est de dire on doit motiver la sanction. Donc on doit la rendre par écrit, et on doit vraiment, et ça encadre les limites du litige, on dit, mais on doit expliquer aux salariés avec vraiment une précision dans la lettre les motifs qui nous conduisent à envisager sa sanction. Ok. Sauf qu'il y a un point de vigilance particulier que tu as soulevé, c'est le cas où plusieurs fautes peuvent être relevées simultanément, si j'ai bien compris. Et ça peut arriver dans le cadre quotidien de fonctionnement des entreprises et des équipes. Et alors, dans ce cas de figure, il faut être particulièrement vigilant. Pourquoi ? Alors, il faut être particulièrement vigilant parce que, et ça arrive souvent en entreprise, on découvre parfois en même temps plusieurs faits qui peuvent donner lieu à des sanctions. Et parfois, l'employeur va décider, je ne sais pas pourquoi, mais de n'en sanctionner qu'une et de garder l'autre pour plus tard, en se disant, voilà, l'une, on va faire un avertissement, et si ça continue, je prendrai l'autre et je licencierai. Bon. Et ça, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on connaît les faits, on doit sanctionner et le passé est purgé. C'est-à-dire que l'employeur ne pourra pas revenir sur des faits dont il avait connaissance et qu'il a choisi de ne pas sanctionner dans le cadre du courrier de recadrage ou d'avertissement ou de licenciement. Bon. Ce qui est intéressant dans ces jurisprudences, c'est la notion d'employeur. Parce que l'employeur, c'est celui qui est titulaire du pouvoir disciplinaire. Mais ça peut aussi être un supérieur hiérarchique qui n'est pas titulaire du pouvoir disciplinaire. Je pense notamment aux directeurs de magasins dans le textile. Ils n'ont pas tous le pouvoir disciplinaire et pourtant c'est un supérieur hiérarchique. Lorsque ce supérieur hiérarchique, qui représente donc l'employeur, a connaissance de ces faits, mais qui ne le dit pas à l'employeur qui lui est titulaire du pouvoir de direction, on considère tout de même que l'employeur en avait connaissance. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'employeur a connaissance d'un fait A et que ce directeur d'établissement a connaissance du fait B, à partir du moment où il ne remonte pas l'information et qu'on ne sanctionne que le fait A, le fait B est de toute façon purgé, on ne pourra plus y revenir. On ne peut pas revenir dessus. Non. Sauf à démontrer qu'on n'était pas au courant, mais... C'est compliqué, je tente souvent, mais c'est compliqué. D'accord. Ok. Tout autre chose avec les fameuses visioconférences qui rythment désormais le quotidien de millions de salariés. Je vois régulièrement des questions sur le sujet de l'obligation ou non d'allumer sa caméra pendant la visio. Est-ce qu'on peut obliger, oui ou non, un salarié à allumer sa caméra en visioconférence ? Alors, comme tu le disais, la réponse va être très claire. La réponse est non. Voilà. Non, pourquoi ? En fait, la question se pose depuis le télétravail. Mais le télétravail n'a pas neutralisé pour autant tout le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Mais tout de même, comme le salarié travaille à domicile, c'est vrai que le fait de le contraindre à allumer la caméra pose de réelles difficultés. La CNIL, elle, est clairement contre, puisqu'elle te dit c'est comme si on mettait une caméra au poste de travail du salarié et que toute la journée on le filmait. Donc la CNIL dit c'est excessif et disproportionné. Donc, vraiment, tu as les deux conditions et les deux garde-fous qui font qu'on ne peut pas. Pour autant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas demander au salarié d'être présent à la réunion que tu organises. Mais le salarié peut tout à fait dire « moi, je vais être oralement là », mais je refuse d'allumer ma caméra et souvent, c'est pour un motif de respect de la vie privée. De la vie privée. Voilà. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas d'exception ? Alors l'exception, c'est l'employeur peut l'imposer si la nature de l'activité ou si la nature de la réunion l'impose. C'est compliqué comme contour parce que même un PowerPoint que tu dois animer, il n'y a pas forcément besoin de te voir. Donc pour l'instant, la jurisprudence ne s'est pas prononcée. Mais pour un entretien d'embauche, je ne pensais pas, un entretien d'embauche, présentation commerciale à distance, premier rendez-vous client. Là, normalement, professionnellement, on devrait automatiquement allumer la caméra, mais on ne peut pas l'imposer. On ne peut pas l'imposer si le salarié dit non. Parce que je serai présent oralement et je veux le respect de ma vie privée. Tous les exemples que tu viens de donner pourraient rentrer dans « c'est nécessaire pour l'activité », mais pour autant, je ne vois pas un juge. C'est toujours la question de balancer les deux droits en disant le droit au respect de la vie privée et le droit à être intrusif avec la caméra. Et là, pour le coup, la vie privée va régulièrement gagner. Ça me fait penser que d'ailleurs, les élèves, dans le cadre de l'enseignement, un professeur ne peut pas imposer
demander à des élèves, en cas de cours virtuel, d'allumer leur caméra. C'est exactement ça. Après, ce qui est compliqué, que ce soit pour les élèves ou pour les employeurs salariés, c'est d'abord de s'assurer que la personne derrière l'écran est bien le salarié et elle est là. Ouais, c'est l'identité de la personne qui se connecte n'est pas non plus assurée, parce qu'on peut se connecter en fait aujourd'hui sous plusieurs identifiants, comme on veut. Et donc, c'est plutôt ça qui pose difficulté pour l'employeur. Très bien. Alors, au moins, ça a le mérite d'être clair, parce que généralement, il y a toujours plein d'exceptions dans le droit français. Donc, apparemment, il n'y en a pas trop. Autre sujet qui fait aussi régulièrement débat, les conditions d'utilisation, je vous le disais, de ces fameuses cartes carburant professionnelles. J'entends régulièrement parler de friction entre employeurs et salariés sur un mauvais usage. Du coup, souvent, s'ensuit des demandes de remboursement, souvent contestées d'ailleurs. Et là, tu as repéré un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 novembre dernier qui apporte un éclairage et des précisions importantes. Quelle était d'ailleurs la situation et qu'ont décidé les juges ? Alors, c'est un arrêt qui n'est pas une nouvelle jurisprudence, mais qui effectivement est quand même apparu plus publiquement. Oui. En fait, tu as un salarié qui avait utilisé sa carte carburant pendant ses congés payés. Oui. Bon. La carte carburant, elle est donnée par l'employeur pour utiliser ton véhicule de service ou de fonction, plutôt le véhicule de service en l'occurrence, et à titre professionnel, oui. Voilà, uniquement. Oui. L'employeur s'en est aperçu et lui a donc demandé le remboursement des pleins d'essence qu'il a fait pendant ses congés payés, lui disant ils ne sont pas destinés à assurer ton poste de travail. Ouais. Le salarié a développé une défense intéressante en disant moi, on ne m'avait pas informé que ma carte carburant était destinée à l'usage professionnel, ou à tout du moins, on m'en avait informé, mais trop tardivement, pour que je puisse avoir conscience de cette utilisation frauduleuse. Et donc, il affirmait que l'employeur était en faute puisqu'il ne l'avait pas averti, et que cette notion de répétition de l'indu, c'est-à-dire que ce qui a été payé injustement doit être remboursé, cette notion de répétition de l'indu ne lui était pas opposable au salarié. La Cour de cassation dit non, à partir du moment où tu as utilisé à mauvais escient un outil de travail, qui est là en l'occurrence la carte carburant, il n'y a pas besoin de faute de l'employeur pour que cette somme reste une dette. Voilà. Et donc, le salarié avait été condamné à rembourser les pleins d'essence. Et c'est pas fréquent. Et cet arrêt de la Cour de cassation, il est très, très, très cohérent, mais il est surtout très clair. D'accord. Et du coup, ça va être systématisé. On peut considérer que dans tous les cas de figure, enfin voilà, dès lors qu'on aura engagé des frais qui normalement devaient être à notre charge, on doit les rembourser à l'employeur. Ça va être généralisé, oui, parce que c'est vraiment comme on a neutralisé la faute de l'employeur. À partir du moment où le salarié fait un usage qui n'est pas conforme à la destination de ce qu'on lui a remis, on peut réclamer et faire ce qu'on appelle une demande reconventionnelle dans le cadre d'un procès en disant je sollicite le remboursement. Après, on n'en est pas encore là quand même. D'accord. Parce que là, juste pour bien repréciser, dans ce cas précis, il y avait eu un défaut d'information du salarié réellement ou pas ? Le salarié disait « j'en ai été informé trop tard ». Voilà, pour avoir conscience que je n'avais pas le droit de le faire. Et vraiment, la Cour de cassation est venue dire la faute de l'employeur, qu'elle soit existante ou pas, n'est pas dans le débat. On a utilisé de manière non conforme la carte carburant. Peu importe que l'employeur ait informé ou pas, le salarié doit rembourser. Ok, très clair et très intéressant, j'imagine, instructif pour tous nos auditeurs, j'en suis sûr. Merci beaucoup, Héloïse, pour ce tour d'horizon de l'actu réglementaire. Je rappelle que tu es avocat associé au sein du cabinet Ezeis Avocat en charge du département droit social. Toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci. Voilà, notre émission Droit devant, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.